Cette semaine, nous parlons de planètes et de particules, plus exactement de Mars irradié par des neutrons, d'une nouvelle méthode de recherche d'exoplanètes et d'un petit buzz dans le monde de la physique des particules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une nouvelle étude s'est intéressée à l'environnement radiatif de Mars. Cette fois-ci centrée sur le rayonnement neutronique qui est induit par les interactions des rayons cosmiques galactiques à la surface de la planète rouge. Des neutrons ont été mesurés à la fois au niveau du cratère Gale par Curiosity et en orbite par Mars Odyssey. Le débit d'équivalent de dose induit par ces neutrons secondaires atteint plus de 15 millisieverts par an, environ 7% du débit de dose total reçu à la surface de Mars, un débit de dose considérable. Une étude publiée dans Planetary and Space Science. Il y a quelques années, des études visant à quantifier l'impact des rayons cosmiques sur des missions martiennes ont été produites et avaient fait grand bruit, du fait des valeurs très élevées obtenues. Nous en avions parlé abondamment il y a quelques années, je mets les liens dans le blog. Ces études utilisaient des mesures faites par Curiosity, ou Mars Science Laboratory, alors en route vers Mars, avec son détecteur de particules chargées nommé RAD, sur les rayons cosmiques galactiques, ce qu'on appelle les GCR, et les protons des éruptions solaires, les SEP, de haute énergie. On se souvient que les débits de dose qui ont été mesurés atteignaient 1800 microsieverts par jour durant le trajet Terre-Mars, puis 600 microsieverts par jour une fois arrivés à la surface de Mars. Des niveaux environ 500 fois plus élevés que ce que nous subissons chaque jour sur Terre du fait de la radioactivité naturelle tellurique et du rayonnement cosmique. Et ces valeurs auraient pu être encore plus élevées si une éruption solaire était arrivée durant la période de mesure. Mais il existe aussi une autre contribution au débit de dose à la surface d'une planète à faible atmosphère comme Mars, que n'avait pas complètement mesuré l'instrument RAD de Curiosity. Des rayonnements secondaires comme les neutrons qui sont produits dans la croûte de la planète quand les particules chargées primaires, notamment les GCR, y interagissent. Ces neutrons sont émis dans toutes les directions après des réactions dites de spallation, où un neutron est arraché d'un noyau atomique. Ils sont donc aussi émis vers le haut et viennent irradier tout ce qui se trouve à la surface de la planète. L'atmosphère de Mars est si ténue que les neutrons qui ont une énergie suffisante peuvent même repartir vers l'espace et être détectés depuis un vaisseau en orbite, qui est donc lui aussi un peu irradié. C'est en exploitant les données à la fois au niveau de la surface de Mars avec le spectromètre neutronique de Curiosity, l'instrument DAN pour Dynamic Albedo of Neutrons, et en orbite avec le détecteur de neutrons de Mars Odyssey, son détecteur HEND, que les chercheurs russes et américains ont estimé le débit d'équivalent de dose qui est produit par ces neutrons provenant du sol après interaction des rayons cosmiques galactiques. Maxime Litvak de l'Institut des sciences spatiales de Moscou et ses collaborateurs ont modélisé à partir des mesures effectuées les phénomènes et la géométrie de détection particulière des deux systèmes de détection pour en déduire le spectre en énergie des neutrons, car la mesure du débit de dose pour les neutrons est très dépendante de l'énergie des neutrons. Un neutron de 20 MeV n'a pas du tout le même effet biologique qu'un neutron de 1 électronvolt. Il ne faut donc pas seulement connaître précisément le flux neutronique total, mais aussi leur spectre en énergie. Le spectromètre neutronique DAN de Curiosity a été développé par les physiciens russes de l'Institut des sciences spatiales de Moscou avec pour objectif initial d'identifier la présence de matière hydrogénée dans le sol martien, c'est-à-dire en gros de l'eau, via son pouvoir de diffusion neutronique. Grâce à l'utilisation d'un générateur de neutrons, les neutrons générés sont envoyés dans le sol, puis sont ensuite ralentis et diffusés par l'eau
avant d'être détectés une fois ressortis du sol. Il s'agit dans ce cas d'une mesure neutronique dite active. Mais les détecteurs de l'instrument DAN peuvent aussi être utilisés en mesure passive, sans mettre en route le générateur de neutrons, pour détecter alors tous les neutrons qui sortent du sol martien naturellement. L'instrument HEND de Mars Odyssey, qui a commencé à cartographier l'émission neutronique de Mars en février 2002, fonctionne sur ce même principe, en passif, avec le même objectif de détecter la présence de matière hydrogénée à distance. Il a fonctionné pendant plus de 15 ans, ce qui a permis d'observer les variations dans le temps de l'albédo neutronique de Mars en fonction de la variation du flux des GCR, qui est intimement lié à l'activité cyclique du Soleil. Le flux des rayons cosmiques galactiques peut varier d'un facteur 2 entre le minimum d'activité solaire, où il est maximal, et le maximum d'activité solaire, où le flux de GCR est minimal. DAN et HEND mesurent des neutrons d'énergie allant du niveau thermique, quelques dizaines de milliélectronvolts, jusqu'à 10 MeV. Dans le cas de Curiosity, DAN détecte aussi les neutrons parasites qui émanent du générateur isotopique au plutonium qui équipe le rover, pour lui fournir son énergie électrique. Ces derniers doivent donc être soigneusement retirés de l'analyse pour ne conserver que les neutrons provenant du sol et issus de réactions nucléaires de spallation par des rayons cosmiques galactiques. À partir des deux types de mesures de flux neutronique dans différentes bandes d'énergie, Litvak et ses collaborateurs parviennent à calculer le débit de dose sur deux périodes différentes. Une première en 2012-2013, lorsque le cycle solaire était entre le minimum et le maximum, donnant donc une valeur moyenne du flux de GCR et donc du flux de neutrons, et une autre, quelques années avant, en 2009-2010, lors du minimum solaire du cycle précédent, qui coïncidait avec le maximum de flux de GCR et donc de flux neutronique. Les chercheurs russes et américains trouvent des valeurs de débit de dose de 45 plus ou moins 7 microsieverts par jour sur la surface de Mars lors du minimum d'activité solaire et 27 plus ou moins 4 microsieverts par jour lors d'une activité moyenne. Des estimations du débit de dose neutronique à la surface de Mars avaient été faites dans le passé avec les données de l'instrument RAD de Curiosity, mais ce détecteur n'est sensible qu'aux neutrons de très haute énergie, plus de 10 MeV. Elle donnait une valeur de l'ordre de 25 microsieverts par jour au maximum. Litvak et ses collègues expliquent l'augmentation jusqu'à 45 microsieverts par jour par le fait que l'évaluation précédente avec RAD avait dû extrapoler ce qui se passe pour les neutrons de basse énergie et avait probablement sous-estimé d'un facteur 2 le flux de neutrons de moins de 1 MeV. 45 microsieverts par jour, cela représente une contribution non négligeable au débit de dose total qui est mesuré sur la surface de Mars, environ 7% des 600 microsieverts qui sont reçus quotidiennement directement par les GCR. Pour comparer, sur Terre, le débit de dose moyen qui est produit à la fois par le rayonnement cosmique, secondaire, des muons pour la plupart, et par la radioactivité naturelle émanant des roches, l'uranium, le thorium et leurs descendants, dont notamment le gaz radon, vaut environ 2,4 microsieverts par jour. La dose journalière de la composante neutronique seule, telle qu'évaluée par l'équipe de Maxime Litvak, est équivalente à la dose induite par une radio thoracique, et ça ne représente que 7% du total irradiant la surface de Mars quotidiennement. Si des hommes doivent séjourner un jour sur Mars, la seule possibilité qui s'offrira à eux pour se protéger durablement du rayonnement ambiant sera de s'enterrer très profondément dans le sous-sol, là où les rayons cosmiques galactiques sont suffisamment atténués et où les neutrons secondaires sont suffisamment absorbés, probablement à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Une belle exploration en perspective. Soutenez Ça se passe là-haut par un don.
Rendez-vous sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Mille merci. Une toute nouvelle méthode de détection d'exoplanètes vient de voir le jour, la détection d'aurores stellaires en ondes radio. La première détection de ce type sur une étoile naine rouge vient d'être publiée dans Nature Astronomy. Les deux méthodes classiques de détection de la présence d'exoplanètes autour d'une étoile sont premièrement la mesure des variations de la vitesse radiale de l'étoile qui est induite par l'influence gravitationnelle de la planète et qui exploite les très faibles décalages spectraux associés aux variations de vitesse. Et deuxièmement, l'observation de transit de la planète passant devant son étoile, qui produit alors une faible variation de luminosité de l'étoile. La méthode qu'ont développée Harish Vedantam et ses collaborateurs n'a rien à voir. Les astrophysiciens ont analysé les sources radio d'un récent relevé de tout le ciel en regardant s'il existait une coïncidence avec la position d'étoiles proches. Et c'est ce qu'ils ont trouvé. Vedantam et ses collaborateurs observent une coïncidence étonnante entre une source radio polarisée et une étoile naine nommée GJ 1151. Mais la source radio a été vue seulement une seule fois sur les 4 enregistrements effectués dans la zone de l'étoile. L'émission radio n'a duré qu'un peu plus de 8 heures et montrait une polarisation quasi complètement circulaire. La polarisation d'une onde électromagnétique indique comment sont orientés les champs électriques et magnétiques dans l'onde électromagnétique. La polarisation de la lumière, quelle que soit sa longueur d'onde, fournit une information précieuse sur le processus responsable de son émission. Et la polarisation circulaire que Vedantam et ses collaborateurs ont observée en provenance de GJ 1151 ne peut être produite que par quelques phénomènes particuliers. Des cas similaires avaient été observés dans le passé sur des étoiles très éruptives, mais GJ 1151 est une vieille naine très calme. Les chercheurs ont donc pu éliminer les processus stellaires comme mécanisme d'émission possible. Après avoir comparé les propriétés de l'émission radio détectée avec différents modèles reproduisant sa luminosité et avoir exclu une origine extraterrestre intelligente, les auteurs ne citent même pas cette variante amusante, Vedantam et ses collaborateurs montrent qu'il n'existe plus qu'un seul mécanisme physique possible, l'influence d'une exoplanète proche. Mais ce ne sont pas les habitants de cette planète qui émettent ces signaux radio étonnamment polarisés. Il s'agirait plutôt d'un phénomène d'aurore stellaire, induite par la présence de la planète à proximité de l'étoile, à l'image des aurores qui apparaissent au pôle de Jupiter et qui sont directement connectées aux satellites galiléens de la géante gazeuse. Les gros satellites de Jupiter sont en effet reliés à leur planète par des champs magnétiques, des tubes de flux magnétiques, qui permettent à des turbulences électromagnétiques de se transmettre très facilement de l'un à l'autre. Le mouvement du satellite volcanique Io dans le champ magnétique de Jupiter est notamment connu pour être responsable de l'apparition d'aurores produisant des ondes radio caractéristiques, en plus d'un joli phénomène lumineux. Des ondes radio qui sont très similaires à celles qui sont observées en provenance de GJ 1151. Bien qu'il reste de nombreuses incertitudes dans les prédictions du modèle développé par les astrophysiciens, les données radio fournissent des indications sur les propriétés qui seraient nécessaires pour une ou plusieurs planètes autour de GJ 1151. Ces contraintes peuvent alors être utilisées pour rechercher plus efficacement la présence de planètes avec des méthodes plus classiques, comme celle de la mesure de la vitesse radiale. Mais ces résultats ont dès maintenant plusieurs implications importantes. Si un système planétaire peut être confirmé autour de cette étoile et qu'il est bien à l'origine du signal radio polarisé observé, la découverte de l'équipe de Vedantam démontrera l'intérêt de scanner le ciel entier en ondes radio de basse fréquence à la recherche d'aurores stellaires.
Les aurores stellaires seraient intéressantes même au-delà de la recherche d'exoplanètes, pour étudier plus généralement la physique des interactions magnétiques entre planètes et étoiles. Les astrophysiciens se prennent même à imaginer que les signaux radio de basse fréquence, observés sur des naines rouges actives et montrant certaines similarités avec le signal de GJ 1151, qu'ils avaient attribué, faute de mieux, à l'activité éruptive des étoiles, pourraient peut-être être en fait produites par des systèmes planétaires. Par ailleurs, des ondes radio polarisées ont également été observées en provenance de naines brunes, des étoiles ratées, et l'hypothèse planétaire pour expliquer ces émissions est privilégiée aujourd'hui. Et cela pourrait être d'ailleurs le seul moyen d'identifier la présence de planètes autour de tels astres quasi invisibles. Il reste donc maintenant à vite confirmer la présence d'une ou plusieurs planètes autour de GJ 1151 pour valider le modèle de Harish Vedantam et ses collègues. Dans le cas contraire, toutes les solutions seraient épuisées et le mystère de l'émission radio de GJ 1151 s'épaissиrait davantage. Mais s'il y a bien là une planète avec les bonnes propriétés, nous aurons donc à notre disposition une nouvelle méthode très efficace pour détecter des planètes autour d'étoiles de toute masse. Une observation étrange dans une expérience de physique des particules japonaise étudiant la désintégration des kaons neutres semble montrer l'existence d'une nouvelle particule ou d'une nouvelle interaction. Même si ces résultats doivent encore être confirmés, une certaine excitation se fait sentir parmi les physiciens. Les interprétations possibles de ces résultats sont publiées dans Physical Review Letters. Le kaon, qu'on écrit K, est une particule de la famille des mésons. Il est composé d'un quark et d'un antiquark, dont un quark S, strange, ou un antiquark S. Le kaon existe sous 4 formes. 2 kaons chargés, K+, et K-, qui sont composés de quark ou antiquark up et strange, et 2 kaons neutres, K0, composés de quark ou antiquark down et strange. Ces 2 kaons K0 se divisent en 2 variantes, le K0L et le K0S, ou KL et KS, pour long et short, qui diffèrent par leur état de superposition quantique de quark et antiquark, mais surtout par leur durée de vie avant de se désintégrer. Le kaon neutre court a une durée de vie de 8,953 10 puissance moins 11 secondes, tandis que celle du kaon neutre long est de 5,116 10 puissance moins 8 secondes. Cette différence de durée de vie entre les 2 kaons neutres est l'un des signes que les quarks strange ont vraiment quelque chose d'étrange, d'autant plus qu'une violation de symétrie de parité a été observée dans ces kaons et pourrait fournir une clé de compréhension sur l'asymétrie matière-antimatière qui existe dans l'univers. Les physiciens japonais de l'expérience Koto s'intéressent donc de près aux kaons neutres et notamment au kaon KL. Ils ont monté leur expérience dans le but de mesurer la désintégration du KL en pion π0 accompagné d'une paire de neutrinos et antineutrinos. Ils cherchent ainsi à tester les prédictions du modèle standard de la physique des particules qui indique combien ils devraient voir de telles désintégrations dans leur détecteur. Ils utilisent l'accélérateur J-PARC, le Japan Proton Accelerator Research Complex, situé à Tokai, pour produire les kaons, puis détectent les pions neutres issus des désintégrations. Le neutrino et l'antineutrino s'échappent du détecteur sans laisser de traces. Dans la configuration de leur expérience, et durant le temps qu'elle a duré, les chercheurs auraient dû voir en moyenne 0,1 plus ou moins 0,02 désintégration de KL en π0 et neutrino-antineutrino. Mais ils détectent
4 désintégrations de KL. Teppei Kitahara et ses collègues observent donc ce qui ressemble à un gros excès de désintégration de KL, qu'ils essayent aujourd'hui d'expliquer. Et les seules solutions possibles qu'ils trouvent vont bien sûr au-delà du modèle standard. La première hypothèse qui est proposée est que le kaon neutre long pourrait se désintégrer en un pion plus une ou deux autres particules invisibles, comme les neutrinos, mais cette désintégration serait plus fréquente que la désintégration standard. Le problème de cette hypothèse est que d'autres expériences qui étudient la désintégration de kaons chargés, comme Na62 au CERN, elles ne voient pas d'anomalie. Et le kaon neutre doit se désintégrer moins fréquemment que le kaon chargé, d'après le modèle standard. Mais le détecteur de Koto étant beaucoup plus petit que celui de Na62, cela pourrait jouer un rôle en laissant s'échapper plus facilement des particules furtives instables. Ces dernières, dans un gros détecteur, pourraient en effet s'y désintégrer et laisser une trace, masquant de fait la trace recherchée d'un seul pion, une trace unique. Alors une autre hypothèse proposée par les physiciens japonais pour expliquer l'excès observé serait l'existence d'une nouvelle interaction entre particules qui ferait se désintégrer le KL plus souvent. La dernière hypothèse que font les chercheurs est qu'ils auraient pu être les témoins de la désintégration de toute autre chose que des kaons neutres longs, une nouvelle particule encore inconnue. Alors on l'a compris, faute de nouvelles données, les spéculations font rage depuis septembre dernier lorsque les résultats préliminaires de Koto ont été rendus publics au cours d'une conférence scientifique en Italie. Mais heureusement, dans les mois qui viennent, l'expérience Koto prévoit de refaire une campagne spéciale qui devrait permettre de déterminer si les événements qui ont été observés l'année dernière sont bien réels ou bien s'il s'agit juste de bruit de fond. Dans le cas où le signal se confirme, Teppei Kitahara et son équipe ont d'ores et déjà prévu de nouvelles expériences pour tester laquelle de leurs 3 hypothèses serait la bonne. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!